Bonjour à toutes et tous. Bienvenue sur ce webinaire sur la gestion de l'eau en Californie. Merci à Lisa Porta euh, pour cette intervention à venir. Et merci à Frédéric Young, consul général de France à San Francisco, pour l'introduction qu'il va faire à présent. Merci beaucoup Jean-Baptiste. Bonjour à tous et merci donc à ceux des spectateurs qui nous ont rejoints aujourd'hui et merci bien sûr Lisa pour votre participation à cette discussion aujourd'hui. Donc aujourd'hui est une journée particulière, c'est la journée mondiale de l'eau, une journée internationale qui a été instituée par les Nations Unies depuis presque une trentaine d'années et qui se célèbre donc chaque 22 mars. L'objectif, c'est de promouvoir lors de cette journée donc, les recommandations des Nations Unies en matière d'économie d'eau notamment. Et on peut relever qu'il y a eu, lors des discussions de haut niveau qui ont eu lieu à l'occasion de l'anniversaire des 5 ans de l'accord de Paris sur le climat en fin d'année dernière, une question d'accès à l'eau qui a été mentionnée beaucoup comme un enjeu essentiel étant donné que l'accès à cette ressource vitale est menacé par le changement climatique. Donc nous, Consulat général de France ici à San Francisco, nous considérons que c'est un sujet extrêmement important et nous voulons donner autant de visibilité que possible à cette journée et parler concrètement du sujet de l'eau en Californie puisque c'est évidemment, je dirais, un État particulier aux États-Unis car le problème de l'eau et de l'accès à l'eau s'y pose de façon particulièrement forte. La Californie est en proie à une sécheresse assez grave depuis plusieurs années. Je crois que cette année, et Lisa, vous nous direz si c'est encore le cas, on était jusqu'à il y a peu à seulement 40% de pluviométrie par rapport à la normale en cette saison. Voilà, donc c'est un enjeu évidemment particulier. En plus de ça, s'ajoutent d'autres sujets spécifiques à la Californie aussi, la pollution, les menaces sismiques qui ont évidemment aussi un impact sur les ressources en eau. Voilà, vous pourrez nous parler de tout ça. Donc Lisa, merci encore de nous avoir rejoints pour cet entretien interactif. Pour vous présenter, vous êtes ingénieur en ressources de l'eau à Sacramento et vous êtes donc parfaitement bien placé pour nous parler de ces sujets de durabilité des ressources en eau, des impacts du climat sur les ressources en eau, des nouvelles lois sur la gestion de l'eau, des innovations technologiques aussi pour mieux gérer cette ressource importante. Je vous souhaite donc à toutes et tous un excellent webinaire qui sera par ailleurs retransmis sur les réseaux sociaux et le site web du consulat. Merci beaucoup à tous. À vous, Lisa. Merci, Frédéric. Merci beaucoup, Frédéric, pour cette mise en contexte. Je voulais aussi vous signaler qu'il y aura d'autres interventions sur ce sujet de l'eau qui sont organisées par le Service pour la science et la technologie. Donc, il va vous être mis dans le chat un certain nombre de liens. Donc, je vous invite notamment à regarder le webinaire A French-American Perspective on Security and Trust in the Digital Age, avec des scientifiques qui vont vous parler des technologies innovantes pour améliorer la gestion de l'eau. Donc, il y aura notamment l'Université Gustave Eiffel, et aussi Johns Hopkins, le CNRS et l'University of Minnesota. Et je vous invite également à regarder le Junior Transatlantic Colloquium à destination des jeunes chercheurs ou jeunes professionnels qui s'intéressent aux questions du développement des vies et du numérique et qui abordera aussi le sujet de l'eau. Donc, nous allons entamer ce webinaire. Vous pourrez poser toutes vos questions dans le menu questions-réponses qui normalement se trouve en bas de votre interface Zoom et elles seront répondues à la fin de l'intervention de Lisa. Donc, tout d'abord, Lisa, je te laisse te présenter un petit peu plus en détail. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Merci beaucoup à tous pour nous rejoindre aujourd'hui. Je suis très contente de partager un petit peu des informations sur l'eau en Californie. Merci à Jean-Baptiste et à Héloïse pour l'organisation. Et donc, moi, je suis ingénieure en ressources de l'eau à Montgomery & Associates. C'est un cabinet de conseil qui se spécialise dans les ressources de l'eau souterraine et la ressource des eaux durables en Californie. Je suis aussi également en ce moment dans le conseil d'administration de la Groundwater Resources Association of California. Donc, c'est un conseil d'administration qui aide à gérer les ressources sous terre et à sensibiliser la population californienne à tout ce qui est ressources souterraines. Et donc, ça fait depuis 2009 que je suis en Californie, après avoir fait mes études à Nice, au Texas, et à l'École des mines du Colorado. Et donc, maintenant, je suis spécialiste des ressources de l'eau en Californie. D'accord, un très très beau CV.
Et du coup, pour commencer, tout d'abord, est-ce que tu peux nous donner une vision d'ensemble en fait, des ressources en eau qui sont utilisables en Californie? Oui, alors en Californie, vraiment, l'histoire et le succès de la Californie depuis toujours sont inextricablement liés à sa gestion, à la gestion de l'eau. On peut vraiment parler d'or bleu. Après le Gold Rush, on a vraiment un Water Rush. Ça fait depuis les années 50 de 1850 que les gens essayent de gérer l'eau dans cet état. Vous avez peut-être entendu parler de l'expression en anglais "Whiskey is for drinking, water is for fighting". Ça veut dire le whisky, c'est pour boire et l'eau, c'est pour se battre. Et c'est vraiment, ça a été attribué à Mark Twain. Et c'est vraiment, ça résume en un peu de mots l'histoire de la conquête de l'eau un peu de la Californie. Donc, la géographie de l'eau en Californie aide à comprendre un petit peu ce qui se passe et comment cette gestion est un peu compliquée. Évidemment, l'eau dépend du climat et de la topographie. On a beaucoup d'eau qui tombe sur la Sierra Nevada dans les montagnes à l'est de la Californie et lors de la fonte des neiges, qui se retrouve dans les réservoirs d'eau, qui donc ensuite gère le flux d'eau dans tous les canaux et les rivières de la Californie du nord au sud. Il faut savoir que la distribution de l'eau naturelle se trouve à 75% au nord de Sacramento, donc le tiers nord de la Californie, alors que la demande en eau est vraiment à 2/3 est dans les 2/3 sud de la Californie. Donc, la plupart de la demande en eau se trouve au sud de Sacramento. Donc, ce qui veut dire que toute l'eau qui tombe au nord, il faut d'une façon ou d'une autre l'emmener au sud. Et je vous expliquerai ça plus tard. Aussi, l'eau en Californie tombe que durant quelques mois. C'est un climat méditerranéen très sec l'été, donc on a de l'eau de novembre à mars à peu près. Donc 75% des ressources en eau tombent pendant 2 ou 3 mois dans l'année. Et c'est pour cette raison qu'on gère l'eau de façon très spécifique avec tous ces réservoirs. Et je vous propose maintenant de regarder un petit peu plus spécifiquement le cycle de l'eau en Californie. Vous avez sans doute déjà vu un cycle comme ça, un cycle général de l'eau. Mais pour réitérer un petit peu, on a l'eau dans les réservoirs, dans les montagnes, qui gère toutes les fontes de neige au printemps. Et ensuite, cette eau sillonne tout l'État, d'est en ouest ou du nord au sud, dans des canaux spécifiques qui ont été construits, dans les rivières. Pendant ce temps, l'eau qui n'est pas utilisée, l'eau de surface qui n'est pas utilisée, peut s'infiltrer sous terre et donc remplir les nappes phréatiques. Donc, du coup, on a 2 grandes ressources de l'eau qui sont gérées, l'eau de surface dans les réservoirs, dans les canaux, dans les rivières, et puis aussi l'eau souterraine qui est infiltrée sous terre dans la roche. Et finalement, on a aussi les eaux traitées qui sont réutilisées, les eaux usées des villes qui sont réutilisées plus tard en même temps aussi. Ok, c'est très intéressant. Donc, je n'avais pas noté cette différence en fait entre le nord et le sud. Et comment elle est utilisée cette eau? Enfin, je veux dire, quels sont les principaux usages qui en sont faits en Californie? Oui, alors à peu près la même chose avec le nord et le sud. Donc l'eau en Californie, la Californie est divisée en 10 bassins hydrographiques que vous voyez sur cette carte. Et donc du coup, on parle de 3 secteurs d'eau spécifiques: l'environnement, l'agriculture et le secteur urbain. Le secteur urbain comprend aussi le secteur industriel. L'environnement comprend à peu près 50% de la ressource en eau qui est utilisée. Et je vous expliquerai pourquoi on parle de l'environnement d'un secteur spécifique. Mais l'agriculture compose à peu près 40% des ressources d'eau utilisées dans l'État et l'urbain 10%. Et donc, du coup, les ressources en eau ne sont pas utilisées de la même manière au nord et au sud. Comme vous voyez, l'environnement utilise plus l'eau au nord. Les grosses villes du sud utilisent beaucoup d'eau dans le sud. Et puis aussi, pendant les sécheresses, l'agriculture utilise à peu près 2 fois plus d'eau que dans des années de pluviométrie normale. Et donc ça aussi, ça pose des problèmes de gestion pendant les sécheresses. Donc je voudrais regarder un petit peu plus spécifiquement quelles sont un petit peu des données spécifiques sur les 4 grands secteurs de l'eau. Donc on va commencer par l'agriculture. L'agriculture, comme on sait en Californie, est vraiment un secteur très important de l'économie. La Californie produit plus de 200 produits agricoles différents, dont certains qui n'existent qu'en Californie et nulle part ailleurs dans l'État,
dans les États-Unis. Par exemple, les kiwis, les figues, les olives, les pistaches et les amandes. Et saviez-vous que 80% des amandes qui sont consommées dans le monde sont produites en Californie? Donc, les amandes, vous en voyez partout, des arbres partout d'amandiers dans la Central Valley, et beaucoup de ces cultures sont destinées à l'exportation dans le monde. Et combien faut-il d'eau pour cultiver une amande? Une seule amande a besoin de 4 litres d'eau. Donc, ça vous donne un petit peu une référence là. Les vignobles, qui sont aussi très importants en Californie, ils utilisent à peu près 1200 litres d'eau pour produire un gallon de vin. Un gallon, c'est à peu près 3,8 litres. Donc, avec l'export du vin de la Californie, les amandes, etc., la Californie, on peut dire qu'elle exporte son eau. Son eau qui, déjà, il n'y en a pas beaucoup, mais du coup, on a un petit peu un marché de l'export de l'eau avec les produits agricoles. L'eau et les villes. Donc, les villes, évidemment, on a des grosses villes dans le sud. Les villes utilisent à moitié les 10% qu'ils utilisent, c'est à la moitié pour l'eau potable, et l'autre moitié, c'est pour arroser les parcs, les jardins, etc. Donc, il y a quand même beaucoup d'eau dans les villes qui est utilisée pour des ressources non potables. Par contre, depuis la dernière grosse sécheresse de 2012 à 2015, les villes ont vraiment fait un grand effort à utiliser moins d'eau, et on voit que les villes ont utilisé à peu près 20% de moins d'eau qu'avant la sécheresse. Et je pense que ça va continuer dans le futur parce qu'on n'a pas trop le choix. Les villes doivent un petit peu utiliser moins d'eau. Une personne utilise en Californie à peu près 200 à 400 litres d'eau par jour, ce qui est beaucoup plus que dans les autres pays du monde. En France, en Europe, on utilise moins d'eau. Mais il y a encore un petit peu de travail à faire en Californie pour être un peu plus efficace dans la gestion de l'eau. L'eau et l'industrie. Donc, évidemment, l'industrie utilise l'eau pour les procédés industriels, mais aussi pour refroidir leurs machines, etc. Et ce qui est intéressant, c'est un centre de données, par exemple, à la Silicon Valley, utilise à peu près 20 000 litres d'eau par heure. Donc ça, c'est beaucoup d'eau juste pour refroidir les machines, etc. Donc du coup, il y a de l'eau qui peut être utilisée et qui ne doit pas forcément être potable. Enfin, l'eau et l'environnement. Donc pour l'environnement, dans les années 90, les biologistes se sont rendus compte qu'il y avait des espèces de poissons qui étaient en voie de disparition de plus en plus. Et donc du coup, on a commencé à gérer l'eau plus spécifiquement pour l'environnement. Notamment, on a des saumons qui remontent la Sacramento River 3 fois par an. Ces saumons n'avaient plus assez d'eau. Les saumons ont besoin d'eau d'une certaine qualité, d'une certaine température. Et donc, les réservoirs d'eau gèrent aussi la température et le flux d'eau dans les rivières pour que les saumons puissent remonter les rivières. En plus, il y a des oiseaux migrateurs qui se posent en Californie pendant leur migration dans des deux hémisphères. Donc ça, c'est intéressant aussi. Il y a beaucoup d'oiseaux qui s'arrêtent en Californie, qui ont besoin d'eau quand ils se posent en venant du nord au sud. Ça, c'est le tour des ressources de l'eau. D'accord, donc il y a beaucoup de besoins et peu d'eau, donc ça veut dire qu'il faut très bien gérer ces ressources. Et du coup, comment on fait pour gérer ces ressources d'eau? Eh bien, la Californie, c'est un petit peu un grand système de plomberie où chaque goutte d'eau est soigneusement comptée et gérée d'amont en aval. Donc, ce que je vous montre ici, c'est une carte à nouveau de la Californie avec des systèmes de canaux. C'est tout en jaune, rouge et vert. Ça, ce sont des canaux qui ont été construits par l'être humain. Ce ne sont pas des rivières. Et donc, du coup, l'eau, comme elle est présente dans le nord et qu'il faut l'acheminer au sud, dans les années 60 et 70, il y a deux grands projets qui se sont construits. D'abord, la State Water Project en rouge, qui emmène l'eau aux grandes villes du sud. Et ça, c'est un projet qui est un système qui est géré par le Department of Water Resources, donc le département des ressources de l'eau de Californie. Ensuite, on a aussi un autre projet, le Central Valley Project. C'est un projet géré par le Bureau of Reclamation, donc un bureau de l'État fédéral. Et ça, c'est montré en jaune. Et ce projet-là, c'est pour emmener de l'eau aux grandes agricultures de la Central Valley. Et donc, ces deux systèmes sont très complexes et ils doivent
ils doivent se maintenir en tandem pour gérer tous les réservoirs du nord de la Californie. Et ils utilisent beaucoup des mêmes rivières, donc ils doivent constamment se parler et les ingénieurs sont en contact pour gérer ces réservoirs. Combien y a-t-il de réservoirs et de barrages en Californie? Il y en a à peu près 1500. Il y a 1500 barrages en Californie de toute taille. Donc, évidemment, il y a des grands barrages qui sont gérés par l'État fédéral et l'État de Californie. Et puis, il y a des petits barrages qui sont gérés par des petites agences locales. Ces barrages sont vraiment là pour gérer la fonte des neiges au printemps et la distribution de l'eau en été, quand il la faut. Ces barrages gèrent aussi l'hydroélectricité. Et en même temps, on peut aller, c'est des aires de loisirs. Donc, les barrages ici, les réservoirs, sont utilisés aussi par les Californiens pour aller se baigner et faire des sports nautiques. Donc, ici, vite fait, je vous propose de regarder. C'est une carte que vous pouvez voir vous-même à la maison. C'est les current conditions, la gestion des réservoirs en live par l'État de Californie. Donc, là, vous voyez en ce moment, comme le disait Frédéric, qu'en fait, les ressources en eau sont en pénurie à nouveau. Donc, on n'a eu pas beaucoup de pluie cet hiver. Et donc, les deux plus grands réservoirs de la Californie, Shasta Lake et Oroville Lake au nord, vous voyez, sont à peu près entre 39 et 51% de leur capacité totale. Et ça, c'est pas bon en ce moment de l'année parce qu'on est déjà fin mars. Et d'habitude, on ne reçoit plus beaucoup de pluie. Évidemment, il va y avoir la fonte des neiges, donc ça va aider à augmenter le niveau des réservoirs. Mais la barre rouge vous montre qu'on est à moins de la capacité normale. Je voulais aussi vous dire qu'il y a d'autres projets locaux. Donc, il y a ces deux grands projets du nord au sud, mais après, il y a aussi d'autres agences qui vous emmènent l'eau à votre robinet. Donc, par exemple, si vous êtes à San Francisco, vous avez l'eau qui est gérée à Hetch Hetchy Reservoir dans le Yosemite. C'est une eau de très bonne qualité. Et donc, San Francisco a beaucoup de chance et c'est un système géré par la ville. Ensuite, si vous êtes à Los Angeles ou San Diego, vous recevez de l'eau de la Californie du Nord, évidemment, mais aussi, en plus, un petit peu d'eau du Colorado River. Ça, c'est un compact avec d'autres États de l'Ouest des États-Unis. Et donc, là, dans le Sud, il faut plus d'eau. Et donc, on gère plusieurs sortes d'eau en même temps. On ne peut pas vraiment comprendre la gestion de l'eau en Californie sans se regarder le delta. Donc ça, c'est le delta qui se trouve entre Sacramento et San Francisco, la baie. C'est vraiment un estuaire où la Sacramento River et San Joaquin River, les deux plus grosses rivières de la Californie, se joignent. C'est un système de canaux et de petites rivières et d'îles agricoles. Et en bas, vous voyez en rouge les deux boutons rouges. En fait, les cercles rouges, c'est là où sont les deux grosses pompes qui amènent l'eau du nord de la Californie au sud. Donc, c'est là où le voyage de l'eau à travers des centaines de miles pour aller au sud de la Californie commence. Et donc, ça, c'est vraiment le cœur de la plomberie, de la gestion de l'eau en Californie. Finalement, on ne peut pas conclure la gestion de l'eau sans regarder les nappes phréatiques. Donc, ça, c'est une carte qui vous montre en bleu, c'est où il y a l'eau souterraine en Californie. Ce sont les nappes phréatiques très importantes qui aident à donner de l'eau en temps de sécheresse. Donc, ce sont vraiment des gros réservoirs souterrains invisibles qui nous donnent de l'eau en temps de sécheresse, c'est de l'eau qui a été accumulée pendant des millénaires. Et donc, la bande bleue au centre de la Californie, c'est vraiment la Central Valley, c'est le cœur de l'agriculture californienne. Et elle est située au-dessus d'un grand réservoir d'eau. Et ça, par contre, les grands réservoirs souterrains, on apprend encore à les gérer. C'est un problème dans le monde en ce moment. On ne gère pas très bien les eaux souterraines. Donc, comment gérer les nappes phréatiques? Eh bien, il faut construire des puits. C'est beaucoup de travail, construire des puits. Ensuite, on peut mettre des instruments dans les puits pour regarder la profondeur de l'eau. Si l'eau tombe, si la profondeur de l'eau est de plus en plus basse, ça veut dire qu'on utilise trop d'eau. On peut prendre des échantillons pour regarder la qualité de l'eau. Et puis, ensuite, analyser toutes ces données sur une fonction géographique pour voir généralement comment une nappe phréatique est gérée du côté quantité et qualité.
Ok, donc ça, c'est très clair, c'est la gestion courante, mais il y a quand même un certain nombre de défis, hein. Il y a le changement climatique, il y a des tremblements de terre, il y a des problèmes de pollution. Quels sont-ils, ces défis aujourd'hui pour cette gestion de l'eau? Oui, alors Jean-Baptiste, quand on parlait du changement climatique, évidemment, c'est un grand problème, le changement climatique pour la gestion de l'eau. Euh, les scientifiques sur le climat prédisent que la Californie va se réchauffer énormément dans les 100 prochaines années ou d'ici la fin du centenaire. Donc, on voit que le sud va devenir plus chaud, la Central Valley va devenir plus chaude et en même temps, avec le réchauffement, eh bien, il y aura moins de neige. Et ça, c'est le problème lié à la gestion de l'eau. Parce que s'il y en a moins de neige, ça veut dire qu'il y aura moins d'eau en réserve l'hiver. Et puis, l'eau arrivera plus tôt en pluie, où la neige va fondre plus vite au printemps. Et du coup, les réservoirs d'eau qu'on a construits dans les 50-60 dernières années ne sont pas vraiment construits de façon à gérer des plus grands flux d'eau et ça peut créer des inondations. Évidemment, c'est bizarre parce qu'il y a des problèmes d'inondation, mais aussi des problèmes de sécheresse là où l'eau est en grand besoin. Donc, par exemple, l'agriculture, avec plus de température élevée, aura besoin de plus d'eau. Et donc, du coup, gérer l'eau qui arrive en plus ou moins grande quantité et en plus ou moins, à plus ou moins de mois différents dans l'année, ça va poser un casse-tête. Et ça, c'est en ce moment ce que les chercheurs essayent de mieux comprendre. Ensuite, avec le réchauffement climatique, on a vu aussi malheureusement l'été dernier beaucoup de feux. Les incendies en Californie sont vraiment un grand problème et ils deviennent de pire en pire. Et ça, c'est vraiment un problème pour l'eau aussi parce que quand les incendies ravagent des endroits habités comme Paradise, la Napa Valley, les Los Angeles, San Diego, etc., eh bien, ça brûle des conduits d'eau qui sont souvent en plastique près des maisons. Et évidemment, ça stoppe la gestion de l'eau et l'acheminement de l'eau à certains endroits. Et en même temps, ça crée des pollutions parce que ce plastique qui font évidemment des contaminations chimiques se retrouvent dans l'eau. Et ça, c'est un nouveau problème aussi qu'on n'avait pas avant, qu'on essaie de mieux comprendre. Parce que si ces contaminants sont dans l'eau, on ne peut pas la boire. Et donc, qu'est-ce qu'on fait et comment on peut la traiter? Ensuite, les infrastructures. Vous vous rappelez peut-être en 2017, en février 2017, le barrage d'Oroville qui a eu presque une catastrophe majeure. Et donc, nous, on a eu quand même un petit peu chaud à Sacramento. Si Oroville avait été complètement collapsé, on aurait une grosse inondation à Sacramento. Donc, l'infrastructure a vraiment, après une cinquantaine, soixantaine d'années, les infrastructures civiles, c'est partout dans le monde, ben, il faut regarder si elles sont encore de bonne qualité, il faut essayer de les gérer. Donc, du coup, l'État de Californie a lancé une grande révision de tous ces barrages parce qu'on en a tellement et que ça peut poser des problèmes. En même temps, il y a les tremblements de terre. Si un tremblement de terre arrive dans le delta, par exemple, ça peut causer des grands problèmes d'acheminement d'eau pour Los Angeles. Les digues du delta et les canaux et les pompes, si elles sont endommagées par un tremblement de terre, eh bien, ça arrête aussi l'acheminement d'eau pour le sud. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a toujours un petit peu dans notre tête, ces tremblements de terre qu'on ne sait jamais si et quand ils vont arriver. Ensuite, la surexploitation des nappes phréatiques pendant les sécheresses. Comme je vous disais, c'est un problème, un phénomène mondial, quelque chose qu'on essaie de comprendre et de gérer un petit peu mieux parce qu'on ne la voit pas, cette eau. Et l'eau, souvent, se recharge sur des millénaires, se remplit, l'eau souterraine sur plusieurs centaines d'années. Et du coup, on la pompe trop vite, plus vite qu'elle ne se remplisse. Et donc, du coup, ça aussi, c'est un problème partout dans le monde et notamment pour nous dans la Central Valley. Et finalement, ben, la qualité de l'eau se dégrade, évidemment, partout. Plus on l'utilise et moins on la gère bien, ben, la qualité de l'eau, ça devient de plus en plus un problème. Dans les endroits agricoles, par exemple, on a les pesticides, on a des problèmes de nitrates par les engrais chimiques. Et il y a pas mal de gens dans la Central Valley qui utilisent de l'eau des puits privés.
et qu'ils gèrent par eux-mêmes. Et puis, ils n'ont pas de contrôle sur la qualité de l'eau qu'ils ont dans leur pluie. Et donc, du coup, c'est quelque chose que l'État essaye de comprendre et puis d'aider les gens qui ont des puits comme ça, qui ont des problèmes de qualité. Et ça aussi, dans les zones industrielles, ben, c'est la même chose. Dans les villes, ben, la qualité de l'eau se dégrade avec les problèmes industriels, avec les nappes phréatiques qui se dégradent. Par exemple, sous les stations-service, on a souvent des problèmes de fuite. Et donc, du coup, ça, c'est des choses qu'on ne voit pas, mais qu'on doit gérer. Sinon, on a moins d'eau parce qu'on ne peut pas utiliser l'eau qui est contaminée. Donc, ça, c'est un autre problème. Ok, donc ça fait beaucoup de défis à résoudre, alors même que la gestion de l'eau, elle est déjà effectuée de façon très soigneuse. Du coup, est-ce qu'on peut encore améliorer la situation actuelle de l'eau en Californie pour faire face à tous ces défis? Et oui, vous savez que la Californie, c'est un petit peu l'endroit où on invente beaucoup de choses, n'est-ce pas? On a toujours, on pousse là-bas, on pousse toujours l'enveloppe, on va toujours plus haut, on va toujours plus loin avec les inventions. Donc, du coup, pourquoi pas dans l'eau? Mais bon, l'eau, c'est quelque chose que, en fait, tout le monde doit gérer l'eau ensemble. En fait, ça vraiment, ça touche tous les échelons de la société. Il faut un petit peu il faut de la sensibilisation, il faut que les gens comprennent mieux un petit peu les ressources de l'eau. Beaucoup de gens prennent pour acquis qu'on a accès à l'eau assez facilement, mais finalement, c'est à nous tous de comprendre un petit peu mieux et de gérer l'eau. Il faut que toutes les industries en Californie se serrent les coudes et vraiment gèrent l'eau ensemble. Comme vous voyez, c'est vraiment tout connecté ensemble et puis on a vraiment différentes industries qui utilisent l'eau. Et puis, il y a vraiment un petit peu cette bataille entre les fermes, l'environnement, les villes, les industries. Et bien, finalement, on doit tous gérer l'eau ensemble. Ça, c'est vraiment la seule chose qu'on peut faire. Par contre, on commence à aussi essayer de gérer l'eau de retourner un petit peu à un système plus naturel. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui se passe un peu partout dans le monde aussi. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est d'utiliser l'eau de surface superficielle quand on en a. Dans les années où il pleut beaucoup. Et puis ensuite, quand on a moins d'eau de surface en été, utiliser l'eau de surface en hiver, peut-être inonder les champs agriculteurs en hiver pour gérer un petit peu les inondations en hiver, mettre de l'eau sur des terres qui n'ont pas besoin d'eau, mais qui puissent peut-être aider l'eau à s'infiltrer sous terre. Donc, c'est une façon de gérer l'eau l'hiver, l'été, et puis en tandem entre l'eau de surface et l'eau souterraine. Ça donne des rapports bénéfiques à l'environnement en même temps, mais ça crée beaucoup de coordination entre différents acteurs de gestion de l'eau, entre les ingénieurs des réservoirs, des canaux, les agriculteurs. Il faut quand même être sûr que leurs champs ne vont pas avoir de problème si on met l'eau sur leurs champs. Aussi avec, comme je disais, les réservoirs d'eau. Donc, on a un petit peu du mal à gérer les réservoirs d'eau avec le changement climatique, etc. Et avec la pluie qui tombe plus de la même façon, plus forte à certains moments. Donc, du coup, on crée des systèmes de modèles numériques et mathématiques de plus en plus compliqués. C'est ça où les ingénieurs arrivent et essayent un petit peu comme la météo. La météo, c'est des modèles numériques qui essayent de nous dire quand c'est qu'il va pleuvoir et quand c'est qu'il va faire chaud. Donc, du coup, on utilise un peu le même style pour essayer de prévoir combien d'eau on doit laisser échapper des réservoirs pour faire de la place pour la pluie et pour la fonte des neiges, ou combien d'eau on doit garder pour en avoir assez l'été pour l'agriculture et pour les villes. Il faut savoir que la Californie, en 2014, a engendré une nouvelle loi pour mieux gérer les nappes phréatiques. Donc ça, c'était le gouverneur Brown qui a signé une loi sans précédent en Californie, qui était la Sustainable Groundwater Management Act. On l'appelle SIGMA. C'est pour la gestion des eaux souterraines. Il faut savoir qu'en Californie, jusqu'à présent, jusqu'en 2014, eh bien, les eaux de surface étaient gérées par plusieurs lois, mais l'eau souterraine n'est presque pas gérée du tout en Californie. Donc, c'était vraiment les gens utilisaient l'eau. Si vous aviez un terrain avec un puits, vous pouvez pomper l'eau comme vous voulez.
et ben, ça crée des problèmes parce qu'on a pompé trop d'eau et on a surexploité l'eau, surtout dans l'agriculture. Donc, du coup, maintenant, cette loi a créé des nouvelles agences locales de gestion durable de l'eau. Ces agences sont en train de s'organiser et il y a beaucoup de nouvelles recherches scientifiques, des recherches de données, à mieux comprendre les aquifères, les nappes phréatiques et à essayer de gérer l'eau de surface et souterraine en même temps. D'après cette loi, dès 2042, donc on a 20 ans, toutes les eaux en Californie devront être gérées de façon durable. Et ça, c'est en ce moment mon agence, on est en plein dedans. Et c'est un petit peu la course contre la montre pour finir tous ces grands rapports jusqu'à janvier 2022. En janvier 2022, tous les rapports sur la gestion de l'eau et sur les études scientifiques qui ont été faites les 2-3 dernières années doivent être rendus au département des ressources de l'eau qui va les regarder. Et puis les agences locales doivent donc gérer l'eau durablement et essayer dans les 20 prochaines années à vraiment comprendre des meilleures gestions. Donc, c'est vraiment tous les acteurs de l'eau sont ensemble dans ce système maintenant. Donc, une autre chose qu'on voit qui est intéressante en Californie, c'est des water markets, donc des marchés de l'eau, des véritables marchés d'échange de l'eau. Donc, des gens qui ont accès à l'eau, mais qui n'en ont pas besoin, ou qui décident, par exemple, les agriculteurs qui décident de ne pas utiliser l'eau pendant une année sèche parce qu'ils ne veulent pas mettre leur champ en production. Ils peuvent vendre leur eau, la quantité d'eau qu'ils auraient utilisée, ils peuvent la vendre à quelqu'un d'autre qui veut l'utiliser pour leur champ ou pour une ville ou autre chose. Donc, du coup, ça aide à ne pas gaspiller l'eau et que l'eau s'utilise là où on en a le plus besoin. Donc, ces marchés de l'eau, c'est quelque chose qui est de plus en plus important en Californie. Et finalement, je voulais quand même montrer un petit peu des nouvelles technologies. On a des technologies pour gérer les nappes phréatiques. Donc, je vous dis que je suis spécialisée dans l'hydrogéologie. Donc, évidemment, c'est de ça que je voudrais vous parler le plus. Mais, par exemple, à Orange County Water District, donc c'est à l'extérieur de Los Angeles, ils ont construit un grand système de recharge d'eau, de remplissement d'eau souterraine. Et ils utilisent donc de l'eau traitée, de l'eau traitée dans les stations d'épuration, qui donc se traite par le biais de membranes, de micro-membranes qui filtrent tous les composants qu'on ne veut pas. Et ensuite, ils réinjectent l'eau sous terre. Ils réinjectent l'eau sous terre et donc ensuite, elle est réutilisée plus tard par un autre système de filtration quand l'eau est repompée ensuite. Donc, c'est vraiment, on appelle ça en Californie conjunctive use. C'est l'utilisation en même temps et en tandem coordonné de l'eau souterraine et de l'eau de surface par le biais du recyclage de l'eau de surface qui a été utilisée déjà une fois et pour la réutiliser plus tard. Donc ça, c'est une façon de gérer de mieux en mieux les ressources de l'eau qui nous échappent un petit peu, quoi, de vraiment utiliser celle qu'on a, ne pas la polluer et la réutiliser le plus possible avec des grands procédés de traitement des eaux. Ok, donc je vois que pour faire face à tous ces défis, on peut avoir des approches qui sont technologiques, on peut avoir des approches qui sont plus juridiques, avec tout ce que tu nous as dit sur la gestion des eaux souterraines. Il y a des approches économiques avec du water market. Donc pour répondre à ça, il va y avoir besoin de compétences, il va y avoir besoin d'imagination. Et je pense que ça peut donner lieu à des carrières passionnantes pour gérer cette ressource vitale au sens propre qu'est l'eau. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, évidemment, oui. Avec tous ces problèmes des ressources de l'eau, il y a beaucoup de carrières, surtout en Californie, puis dans l'ouest des États-Unis. À travers le monde aussi, il y a besoin de plus de chercheurs et d'ingénieurs en eau. Tout d'abord, dans le domaine scientifique, on a vraiment besoin d'hydrologues, d'hydrogéologues, de chimistes, d'ingénieurs pour traiter les eaux, pour gérer l'eau. Il faut aussi des personnes qui connaissent le traitement des données, de la cartographie, parce qu'on a besoin vraiment de mieux comprendre comment l'eau se retrouve dans la nature, avec le climat, avec la géologie, avec
les problèmes des terres, l'agriculture, etc. Donc, il y a énormément de données et donc il faut vraiment des gestions des données spécifiques. Des informaticiens pour nous aider à gérer ce flux de données et pour faire des modélisations mathématiques. Donc, il y a des cursus universitaires qui s'ouvrent tout le temps, spécialisés dans l'hydrologie. Quand j'étais à l'école des mines au Colorado, il y avait un nouveau cursus sur l'hydrogéologie qui venait juste de s'ouvrir. Et il faut dire qu'il y a en ce moment, il y a plus de travail que de gens spécialisés dans les sciences de l'eau et de l'ingénierie de l'eau. En Californie, avec cette nouvelle loi sur les ressources des eaux souterraines, eh ben, on a plus assez de gens pour aider à gérer le flux d'informations et le management de l'eau. Donc, du coup, on essaie de chercher des gens à l'extérieur de l'État pour venir nous aider en Californie avec tous ces problèmes de l'eau. En Californie du Nord, il y a des universités qui spécialisent un petit peu là-dedans. Il y a UC Davis avec l'eau, l'environnement et l'agriculture. Donc, UC Davis est vraiment spécialisé dans l'agriculture. UC Berkeley a un grand programme d'ingénierie civile. Et puis aussi Stanford, ils ont un centre de recherche sur l'eau dans l'Ouest qui regarde aussi aux problèmes de changement du climat. Donc ça, c'est dans les sciences, il y a vraiment beaucoup à faire et c'est vraiment passionnant, intéressant, beaucoup de travail. Ensuite, l'État de Californie a aussi, vous voyez, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est un système de permis et de droits et de lois sur l'eau très, très complexe. Donc, les services juridiques sont aussi très en demande. En tandem, les avocats et les ingénieurs travaillent beaucoup en tandem pour essayer d'aider les agences sur l'eau. Et puis, il y a aussi beaucoup de leaders, de management qui est nécessaire pour gérer toutes ces nouvelles agences qui se sont créées, vraiment comprendre les différentes possibilités de gestion durable de l'eau en Californie et de maximiser vraiment l'eau. Donc, c'est vraiment, il y a beaucoup de travail et puis, on essaie de sauver l'État c'est un État particulièrement joli. Et puis, l'eau vraiment est un grand atout et aussi un problème pour la Californie. Merci beaucoup, Lisa, c'était passionnant. Je vois qu'il y a beaucoup de questions qui commencent à arriver. Euh, Est-ce que tu peux nous parler là sur cette diapositive, le Delta modèle à Sausalito? Je ne sais pas ce que c'est. Ça a Oui, l'air alors intéressant. pour ceux d'entre vous qui ont la chance d'habiter dans la baie de San Francisco, il y a un modèle à Sausalito. Ça s'appelle le Bay Delta Model et c'est comme un grand musée interactif gratuit qui est géré par Army Corps of Engineers. Donc, c'est une autre gestion de l'eau dont on n'a pas trop parlé, mais fédérale. Et donc, du coup, vous avez le lien ici, vous pouvez y aller. C'est un grand hangar avec, vous pouvez marcher à travers un modèle physique du delta avec des lumières, avec des interactifs. Et c'est vraiment sympa pour y aller. Comment l'eau est gérée dans le delta. Donc, c'est vraiment intéressant. Ok, très intéressant. Frédéric, je te laisse commencer le bal des questions. Merci beaucoup, je ne vais pas être très long. Lisa, c'était vraiment très, 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 très intéressant, vraiment passionnant. On voit que l'eau est de toute façon au cœur du développement de la Californie et l'histoire de la Californie le montre, avec des ressources en eau qui sont finalement au nord et dans les montagnes et une population qui n'est pas du tout là, mais plutôt au sud et le long de la côte. Donc on voit évidemment que le sujet de l'eau est cardinal. Moi, la question que je voulais vous poser, parce que vous avez présenté un petit peu les efforts réglementaires normatifs qui étaient faits, les efforts technologiques qui étaient faits aussi. Est-ce que finalement, étant donné le changement climatique et l'atténuation du snowpack que vous décriviez, les enjeux donc de captation qui vont être plus limités, est-ce que pour bien comprendre, il va y avoir un cap difficile ou est-ce que les choses vont aller bien ou est-ce qu'il faut vraiment que les modes de consommation évoluent pour que la ressource en eau soit soutenable? Quelle est, en un mot, finalement, votre perspective sur est-ce que ça va bien se passer ou pas? Merci beaucoup. Non, je pense que ça va bien se passer. On est quand même déjà sur le bon chemin. Tout ce que je vous ai dit ici, c'est vraiment des choses qui se passent déjà. Il y a beaucoup d'études qui se font. Il y a beaucoup d'argent. L'État de Californie met beaucoup d'argent, beaucoup de budget
tous les ans dans la recherche et la gestion de l'eau. Donc, on est sur le bon chemin. C'est juste que des fois, il faut vraiment se serrer les coudes et vraiment s'y faire, quoi. Donc, du coup, c'est que les gens, je pense qu'ils en ont vraiment de plus en plus conscience. Et donc, du coup, il faut vraiment se serrer les coudes pour la gestion durable. Ok. On a une question d'un spectateur. Le dessalement de l'eau pourrait-il servir à améliorer la situation? Oui, merci pour cette question. Alors, le dessalement de l'eau, c'est vrai qu'on a essayé ça plusieurs fois en Californie. Sur les côtes, évidemment, on a des grosses villes et puis on a un océan avec beaucoup d'eau. Et c'est vraiment quelque chose qu'on a regardé de près depuis longtemps, mais ça ne s'est pas trop fait parce que c'est cher et ça utilise beaucoup d'énergie. Par contre, depuis la dernière grosse sécheresse de 2012-2015, il y a plus d'intérêt maintenant pour réessayer avec le dessalement de l'eau. Donc, du coup, il y a une grosse usine de dessalement qui se trouve à Carlsbad, près de San Diego. Et cette usine, elle a été mise en marche en 2015, juste pendant la sécheresse. Et maintenant, elle produit à peu près assez d'eau pour 400 000 personnes dans le comté de San Diego. Donc ça, c'est déjà quelque chose. Bon, il y a plusieurs millions de personnes qui habitent à San Diego, mais ça, c'est déjà un atout. Et il y a à peu près une quinzaine d'autres stations de dessalement qui sont dans différentes phases de construction, de planification. Il y a des pilot studies. C'est quelque chose que je pense qui va se faire de plus en plus. Et surtout qu'avec des nouvelles gestions de l'énergie, avec l'énergie renouvelable, on va peut-être pouvoir faire ces usines un petit peu moins chères pour que l'eau ne soit pas aussi chère de dessalement. Ok. Question suivante. Donc, existe-t-il des projets d'usines de désalinisation en Californie? Donc ça, tu as déjà répondu. Mais après, le spectateur demande quel est le statut de l'eau en Californie? S'agit-il d'un bien commun comme en France? Existe-t-il une obligation de débit réservée pour les écosystèmes? Oui. Oui, donc c'est un bien commun, sauf que c'est quand même des lois assez vieilles. Dans les années 1900, comme je disais, ils ont commencé à gérer l'eau de surface. Donc du coup, les gens ont pu demander des droits sur l'eau, avoir des permis sur l'eau pour utiliser l'eau de surface séparément. Donc il y a quand même des droits encore privés de l'eau en Californie. Et donc, ça, c'est géré par une autre agence. Il y a beaucoup d'agences sur l'eau en Californie. C'est la State Water Resources Control Board qui gère tous les permis de l'eau de surface. Et du coup, ça crée des problèmes les gens qui ont un permis plus ancien que les nouveaux permis ont des droits, ont droit à utiliser l'eau d'abord s'il n'y a pas assez d'eau. Donc, ça fait vraiment un petit peu une hiérarchie de l'utilisation de l'eau dans certaines rivières avec des permis privés comme ça. Après, il y a les grands permis pour l'eau, comme je vous ai expliqué avec les deux grands systèmes de l'État et du gouvernement fédéral. Donc, ça, c'est géré un petit peu différemment, mais c'est aussi des permis qui ont été mis au départ avant que ces systèmes existent. Et puis maintenant, c'est l'État qui redistribue l'eau en fonction des permis et de la demande d'eau des différentes entreprises. Et puis, oui, l'écosystème a aussi, on gère un certain flux d'eau pour les écosystèmes, pour les poissons, etc. Donc, on garde de l'eau dans les rivières pour les écosystèmes. Et c'est ça aussi qui crée un petit peu cette tension entre les autres acteurs qui utilisent l'eau, l'agriculture et puis les villes, parce qu'on garde de l'eau dans les rivières pour l'environnement. J'espère que ça a aidé. Ok. Une autre question, c'était est-ce que la Californie pourrait se passer du Hetchy réservoir à l'heure actuelle? Ah, je pense pas. Parce que sinon, San Francisco doit devoir mettre une grande usine de dessalement ou essayer de prendre de l'eau ailleurs. Donc, non, ça, c'est vraiment le grand réservoir d'eau pour San Francisco. Évidemment, il y a eu je pense que je sais la question d'où elle vient, c'est qu'il y a des études pour restaurer la Hetchy Valley parce que c'est quand même un endroit très magique. Et puis, il y a aussi
des gens qui utilisent cette vallée pour d'autres raisons. Mais je pense que ce serait un peu difficile. Il faudrait d'abord gérer le reste de l'eau et savoir s'il y en a en plus pour emmener à San Francisco si on n'avait pas ce réservoir. Donc, ça serait vraiment d'abord une grande regestion de savoir où on va prendre l'eau en plus qui ne serait plus là, si on n'a plus la Hetch Hetchy Reservoir. Très bien. Donc, une autre question. De nouveaux barrages au fil de l'eau sont-ils envisagés? Travaillez-vous avec les agriculteurs ou aquaculteurs en périphérie des réservoirs? Alors, des nouveaux barrages, oui. Il y en a 2 qui sont en train d'être planifiés, sauf que maintenant, on essaye la nouvelle façon de faire des barrages, on appelle ça off-stream. C'est à l'extérieur des rivières, parce que si on met des barrages sur les rivières, on a appris maintenant que ça engendre des problèmes environnementaux et des écosystèmes. Donc, il y a un grand barrage qui est en planification en ce moment dans la Sacramento Valley. Ça s'appelle Sites Reservoir. C'est dans un comté à peu près à 1h30 au nord de Sacramento. Et donc, ça serait un réservoir qui prend de l'eau de la Sacramento River, qui l'emmène dans un bassin à l'extérieur de la rivière, qui la pompe dans un bassin, dans un réservoir à l'extérieur de la rivière. Et puis ensuite, quand l'eau est utilisée, l'eau est repompée redistribuée ensuite vers la rivière. Donc, c'est un petit peu plus compliqué qu'un réservoir sur une rivière qui prend juste, qui capte toute l'eau en amont, parce qu'il faut construire le réservoir à l'extérieur et puis pomper l'eau vers le réservoir et la repomper ensuite. Mais bon, ils gèrent ça avec aussi l'hydroélectricité, etc. Donc ça, c'est une façon de faire des nouveaux réservoirs d'eau. Et je ne me rappelle plus de la seconde partie de la question, Jean-Baptiste, s'il te plaît. Est-ce que vous travaillez avec des agriculteurs ou aquaculteurs? Oui, je travaille avec des agriculteurs, pas trop aquaculteurs, mais plus des agriculteurs en tant que pour la gestion de la ressource durable des nappes phréatiques en ce moment, avec la nouvelle loi qui s'est passée. Et on essaye de comprendre la demande et la demande et combien d'eau il y a pour eux avec les changements climatiques dans le futur, quoi. Ok. Et puis, dernière question, les sports d'hiver participent-ils à assécher les réserves en eau, bien que la neige fonde? Enfin, pas directement, mais ce qui est intéressant, c'est que même les centres de ski utilisent de l'eau souterraine des fois. Et quand ils font de la neige artificielle, par exemple, Squaw Valley, ils utilisent l'eau souterraine pour faire de la neige artificielle. Donc, du coup, bon, on peut se dire l'eau après va fondre et se retrouver dans les réservoirs plus tard. Mais bon, ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut gérer pour voir si on peut se permettre d'utiliser cette eau et combien et tout ça. Donc, c'est vraiment juste, c'est vraiment des grosses études scientifiques, regarder à ce qu'on a et ce qu'on a besoin et mieux gérer. Donc, on peut encore essayer d'avoir plus d'eau avec moins en Californie, parce qu'on a encore quelques technologies ou quelques gestions qu'on peut essayer pour mieux gérer l'eau, quoi. Très bien, mais merci beaucoup. On a épuisé la liste de questions. Le replay sera disponible sur le site du consulat de France à San Francisco. Dans les commentaires de cette vidéo, vous retrouverez aussi les autres événements que j'ai évoqués au début de ce webinaire sur le sujet de l'eau. Donc, je vous invite vraiment chaleureusement à aller les voir. Merci encore, Lisa, pour cette intervention et ces réponses. Merci aux spectateurs d'être venus si nombreux et pour toutes les questions très intéressantes que vous avez posées. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. C'était un honneur et j'espère qu'on se reverra bientôt et j'espère que tout le monde a une bonne journée de l'eau aujourd'hui.